Bien, on va demander à Madame Mérillon, Edith Mérillon, de nous rejoindre immédiatement. Vous pouvez rester là, peut-être, parce que les questions risquent peut-être de déborder et de se recouper. Madame Mérillon, qui est chef du bureau réglementation et opérateur forestier à la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, rattachée donc au ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Alors, vous allez évoquer, Madame, la mobilisation des acteurs, qui est effectivement une priorité affichée par les pouvoirs publics pour permettre la redynamisation du secteur bois. Alors, comment se met-elle actuellement en place? Comment se met actuellement en place la nouvelle gouvernance avec le programme bois-forêt et le comité stratégique des filières? Pouvez-vous aussi, et vous allez certainement nous en parler, et c'est Stéphanie de Los Angeles qui l'a évoqué tout à l'heure, le fameux nouvel outil créé par la loi d'avenir qui suscite beaucoup d'interrogations et sans doute beaucoup d'espérance, le GIEEF, qui a donc pour objectif de lutter contre le morcellement de la forêt privée et améliorer la gestion durable. Nous vous écoutons. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter ce matin donc, la mobilisation des acteurs. Donc, effectivement, comment mobiliser les acteurs forestiers pour, dans le cadre de vos colloques, la forêt française et le réveil de la belle endormie. Ici, voilà. Donc, mon intervention se fera autour de deux parties. Tout d'abord, quelques mesures de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Donc, en particulier, je parlerai et je présenterai le GIEF et aussi un projet que l'on met en place actuellement qui s'appelle le projet La Forêt Bouge, avec de nombreux partenaires, dont les intervenants de ce matin, pour lequel, effectivement, on espère pouvoir mobiliser beaucoup d'acteurs de la filière. Donc, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Donc, c'est la loi du 13 octobre 2014 qui comporte des mesures importantes pour la forêt. Donc, c'est le titre 5 de cette loi. Donc, je ne les évoquerai pas tous, parce qu'il y en a beaucoup. Avant de vous parler du GIEF, qui est une mesure importante de cette loi, je voudrais juste présenter rapidement deux dispositifs qui concernent la gouvernance de la filière et l'autre, le programme national de la forêt et du bois sur lequel nous travaillons actuellement. En ce qui concerne la gouvernance de la filière, donc la loi d'avenir a renouvelé cette gouvernance en actualisant, en mettant en place le Conseil supérieur de la forêt et du bois. Donc ce Conseil supérieur de la forêt et du bois, il remplace un conseil qui existait déjà, qui s'appelait le Conseil supérieur de la forêt, du bois, des produits forestiers et de la transformation du bois. Donc en fait, il a été conforté. Ce conseil est présidé par le ministre en charge des forêts. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il prend en compte les travaux du comité stratégique de filière, parce qu'il y a actuellement il a été mis en place un comité stratégique de filière bois dans le cadre du comité national industrie, et avec des gros travaux qui ont été donc finalisés dans le cadre du contrat national de filière en décembre 2014. Donc ces travaux concernent l'aval de la filière, et donc c'est des travaux importants qui sont pris en compte dans ce cadre. Donc le Conseil supérieur de la forêt et du bois, il est composé de l'ensemble des acteurs de la filière, donc des élus, les établissements publics concernés, les acteurs de l'amont, mais aussi les acteurs de l'aval, et les représentants de l'ensemble des administrations concernées, parce que vous savez que la forêt concerne plusieurs ministères. Donc la composition de ce Conseil supérieur de la forêt et du bois fait l'objet d'un décret en octobre dernier. Ce Conseil supérieur de la forêt et du bois est aussi décliné au niveau des régions par l'intermédiaire des commissions régionales de la forêt et du bois. Donc ces commissions régionales existaient, mais elles concernaient essentiellement l'amont de la filière. Là, elles ont été élargies à l'ensemble des acteurs de la filière, donc amont-aval. Et ces commissions sont présidées par le préfet de région et également les présidents des conseils régionaux, vu effectivement l'importance des conseils régionaux et de leur pouvoir dans le cadre de l'économie des filières. Donc ces commissions régionales de la forêt et du bois ont fait l'objet d'un décret, dont je vous ai mis les références, de juin dernier. Donc, deuxième mesure de cette loi d'avenir
importante pour le secteur de la forêt et du bois, et on en a déjà évoqué plusieurs fois ce matin, c'est le programme national de la forêt et du bois, qui a été effectivement prévu dans cette loi. Et ce programme national de la forêt et du bois va définir les objectifs de la politique forestière pour les 10 prochaines années. Donc ce programme national de la forêt et du bois est en cours. Pour réaliser ce programme national de la forêt et du bois, nous avons mis en place, parce qu'en fait les travaux ont commencé dès la publication de la loi, donc en fin 2014, nous avons mis en place 5 groupes de travail. Et ces groupes de travail ont associé les principaux acteurs de la filière. En fait, on a souhaité faire une co-construction de ce programme national de la forêt et du bois. Donc les 5 groupes de travail, il y a eu 5 thématiques. Donc je vais les lister pour que vous voyez les thématiques qui ont été abordées. Donc un groupe de travail sur la gestion durable, un groupe de travail sur la forêt et les territoires, un groupe de travail sur l'économie de la filière, un groupe de travail sur la recherche, développement et l'innovation, et un groupe de travail sur les sujets européens et internationaux. Donc, ces groupes de travail se sont réunis depuis le début de l'année 2015. Ils ont tous remis leur rapport au ministre. Donc, ces groupes de travail ont, pour la plupart d'entre eux, été présidés par des professionnels ou des acteurs de la filière. Donc ce programme national est en cours de rédaction à partir de l'ensemble des contributions de ces groupes. Je ne vais pas vous le présenter en détail parce que là c'est en cours. Il pourra faire l'objet d'une présentation spécifique parce que c'est un énorme travail. Et ce programme national de la forêt et du bois vise le développement de la filière de la forêt et du bois, bien sûr, vise à mobiliser plus de bois, à développer la filière, à développer les entreprises de la filière, tout en tenant compte, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, des travaux du comité stratégique de filière et du contrat national stratégique. Et donc, dans le cadre d'une gestion durable et multifonctionnelle, donc prenant en compte, bien sûr, les aspects économiques qui sont importants pour la filière, mais aussi les aspects environnementaux et sociaux. Donc, ce programme national de la forêt et du bois sera décliné dans les régions, dans des programmes régionaux de la forêt et du bois. Donc, ils seront déclinés dans les 2 ans à partir de la publication de ce programme national de la forêt du bois, qui sera validé en interministériel, parce que c'est un travail qui est mené en interministériel. Donc, les programmes régionaux de la forêt et du bois remplaceront les orientations régionales forestières qui sont actuellement en vigueur et les plans pluriannuels régionaux du développement forestier qui avaient été mis en place par la loi de 2010, la loi de modernisation de 2010. Et ces programmes nationaux et programmes régionaux comporteront des indicateurs de suivi pour, effectivement, par rapport aux différents objectifs fixés, permettre le suivi de ces programmes. Donc, ce programme national et ces programmes régionaux ont fait l'objet d'un décret de juin 2005 concernant le programme national et ses programmes régionaux. Donc, je vais en venir maintenant à l'outil, le nouvel outil de cette loi d'avenir que nous avons effectivement mis en place, qui est donc le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Donc, vous savez que cette loi d'avenir avait sur la partie agricole aussi la mise en place des GIE et sur la partie forestière, donc la mise en place des groupements d'intérêt économique et environnemental forestier, qui n'est pas l'équivalent du GIE parce qu'en fait, il y a des spécificités pour la forêt. Et on a souhaité donc créer un nouvel outil pour la forêt privée en utilisant déjà des outils existants. Donc cet outil permet aux propriétaires forestiers privés donc, de gérer durablement leurs forêts de façon concertée afin d'améliorer la mobilisation du bois et tout en prenant en compte les enjeux environnementaux au niveau d'un territoire donné. Parce que l'objectif de ce GIF, effectivement, c'est de pouvoir gérer la forêt au niveau d'un massif forestier, d'un territoire donné. Donc le territoire, il devra constituer une surface suffisante, donc il a été fixé à 300 hectares ou 20 propriétaires d'au moins 100 hectares. Et il y aura une exception pour les zones de montagne. Donc la mise en place de ce nouvel outil a fait l'objet de 2 décrets publiés en juin dernier également, un décret général sur le GIF et un décret Conseil d'État qui désigne l'autorité administrative compétente en matière de reconnaissance et de retrait de la qualité de GIF, c'est donc le préfet de région. Et nous avons également fait une instruction technique pour les services du ministère de l'Agriculture, donc en septembre dernier.
Donc, qu'est-ce que le GIEF ? Donc, le GIEF, c'est en fait une reconnaissance par l'État de regroupement volontaire de propriétaires forestiers privés, parce que donc on souhaitait effectivement que ce soit des démarches volontaires, bien sûr appuyées avec les différents partenaires chargés du développement de la forêt privée, et en particulier le CNPF, qui est effectivement un acteur majeur pour le développement de la forêt privée en France. Donc ce sont des associations sur base volontaire, donc c'est tout type d'association, donc association syndicale libre de gestion forestière, qui est structure qui est préconisée en Rhône-Alpes, mais aussi organisation de producteurs ou autres structures juridiques. Et le GIEF, donc dans le cadre de cette gestion durable au niveau d'un massif concernant plusieurs propriétaires, on a souhaité aussi de proposer à ces propriétaires un gestionnaire commun. Et donc tout ça est sur la base de volontariat, donc effectivement on propose aux propriétaires concernés un gestionnaire et aussi des contrats pour commercialiser leur bois et aussi approvisionner les entreprises locales de transformation du bois, parce qu'il y a un vrai sujet aussi de développement de la filière au niveau local. Cet outil a été aussi construit pour valoriser beaucoup de démarches territoriales d'animation. Il y a beaucoup de démarches qui sont mises en place, en particulier pour la forêt privée, par l'intermédiaire du CNPF. Ce sont les plans de développement de massifs. Ce sont des démarches très intéressantes qui ont permis de mobiliser les propriétaires forestiers au niveau des massifs forestiers. Et donc le GIEF, nous souhaitons que le GIEF puisse en fait permettre de continuer les animations mises en place dans le cadre des PDM, où il y a déjà effectivement de la mobilisation, de la sensibilisation des propriétaires forestiers à la gestion durable de leurs forêts qui ont été faites. Donc, comment être connu GIEF ? Donc, en fait, oui, je vous l'ai déjà indiqué, donc c'est au niveau des drafts de région qui sont chargés de la reconnaissance de ce nouveau groupement. Et donc, la reconnaissance du GIEF se fait dans un cadre, comme je vous l'ai dit, volontairement souple. Parce que, oui, dans le cadre volontairement souple, ce que je souhaite dire, c'est que cet outil a été construit aussi à partir de ce qui existait en particulier en région Rhône-Alpes. Il y a des initiatives très intéressantes qui ont été faites en région Rhône-Alpes et donc par le CRPF Rhône-Alpes, de façon effectivement à mobiliser les propriétaires forestiers, à se regrouper dans des structures et à gérer de façon concertée leur forêt par l'intermédiaire de plans simples de gestion concertés. En fait, donc voilà, il y a déjà un outil qui a été utilisé en particulier en région Rhône-Alpes, qui était le plan simple de gestion concertée, et on a souhaité construire cet outil à partir d'expériences et d'outils de démarches qui étaient déjà mises en place, et en particulier en région Rhône-Alpes. Donc la reconnaissance du GIEF, donc elle est liée donc bien sûr à la présentation de la composition du groupement, mais aussi à l'approbation d'un document de diagnostic, donc là c'est nouveau, et la présentation d'un PSG concerté. Donc ça c'est un outil effectivement qui existe déjà, et ce PSG concerté est agréé par le centre régionaux de la propriété forestière. Donc que contient le document de diagnostic ? Donc, le document de diagnostic doit comporter donc, une présentation, bien sûr, du massif de la forêt des propriétaires concernés. Donc, une description des objectifs et des modalités de gestion visant une amélioration de la performance économique environnementale. Donc, ces objectifs définis doivent être conformes aux orientations du schéma régional sylvicole, sont les SRGS, et aussi aux futurs programmes régionaux de la forêt et du bois, parce qu'effectivement, ils ne sont pas encore mis en place, car nous sommes en train de travailler sur le programme national qui sera après décliné en programmes régionaux. Le document de diagnostic devra aussi comprendre une description des modalités de gestion. Donc, un gestionnaire sera proposé aux propriétaires forestiers. Quelles sont les modalités de mise en marché des bois, donc en essayant de développer tout ce qui est contractualisation pour approvisionner les entreprises locales de transformation. Et aussi en réfléchissant sur les modalités de desserte, parce que comme on l'a dit ce matin, il y a un sujet aussi, c'est tout ce qui est desserte dans les massifs forestiers. Donc il est important de réfléchir à tous ces éléments au niveau du massif concerné. Et également, on a souhaité mettre en place des indicateurs de suivi dans le cadre de ce nouvel outil.
Donc les indicateurs de suivi, 5 sont obligatoires et d'autres sont facultatifs, optionnels. Enfin, il peut être ajouté d'autres indicateurs de suivi par rapport à ceux qui ont été retenus. Donc les 5 indicateurs communs à tous les JF, c'est le taux annuel de réalisation des opérations de coupe et travaux, le volume de bois récolté, parce qu'effectivement la mobilisation du bois est un sujet important dans le cadre de la gestion durable, en distinguant le sujet bois d'œuvre, bois d'industrie, bois d'énergie. Le volume de bois commercialisé donc au travers de contrats d'approvisionnement, parce qu'en fait on souhaite qu'il y ait vraiment une démarche de contractualisation avec les entreprises locales. Et, le nombre de contrats Natura 2000 et le nombre de tiges à l'hectare désignées lors de passage en coupe. Donc voilà pour les indicateurs qui ont été retenus pour tous les JF. D'autres indicateurs sont proposés, facultatifs, à savoir la composition des essences, l'évolution des mélanges, la diversité des structures, les types de traitements sylvicoles, la préservation des paysages, l'accueil du public, enfin d'autres indicateurs qui peuvent être retenus dans le cadre de la gestion durable. Alors, en ce qui concerne le JF, il y a les organisations de producteurs forestiers. Donc, il y a un cas particulier pour ces organisations de producteurs forestiers. Et donc, pour les organisations de producteurs forestiers, le dossier JF a été adapté parce qu'en fait, les organisations de producteurs font déjà l'objet d'une reconnaissance au niveau du ministère. Donc, le dossier de reconnaissance de l'OP sera pris en compte et devra être complété dans le cadre des JF par une analyse économique, environnementale et sociale, les indicateurs, les modalités de desserte et la présentation du PSG concerté agréé. Alors, quels sont les avantages d'être reconnu JF ? Donc, d'une part, une reconnaissance officielle de l'engagement des propriétaires forestiers dans la gestion durable de leurs forêts, donc pour permettre un accroissement de la production de bois à l'échelle d'un territoire et dans le cadre d'une meilleure performance environnementale. Parce qu'on souhaite aussi que effectivement, ces JF puissent être mis en place au niveau des territoires avec les acteurs locaux, donc les entreprises qui existent, mais aussi les ONG présentes sur le territoire, de façon que les services écosystémiques, par exemple, puissent être pris en compte, voire rémunérés par des entreprises, par des mécénats. Donc on souhaite qu'il y ait vraiment une démarche collective au niveau des territoires. Et donc les propriétaires forestiers membres des JF pourront bénéficier de majoration dans l'attribution des aides publiques. Donc où en est-on aujourd'hui au niveau des JF ? Donc comme il a été dit ce matin, un premier JF vient d'être reconnu dans la région Rhône-Alpes. Donc c'est l'association syndicale libre de gestion forestière des Cévennes ardéchoises. Donc ce JF, cette association et ce JF donc, concernent une petite centaine de propriétaires, 1300 hectares. Donc en fait, elle est dans le nord du département de la Cévennes, dans un parc national régional, dans une zone Natura 2000. Donc effectivement, il y avait déjà eu la mise en place d'une association syndicale de gestion forestière et un plan simple de gestion concertée. Donc ils étaient effectivement en Rhône-Alpes déjà prêts, si je puis dire, à être reconnus JF. Donc c'est le premier qui est reconnu au niveau en région Rhône-Alpes. En région Rhône-Alpes, il y a un plan de développement des JF, donc vraiment avec un objectif de 50 JF en 5 ans. Donc maintenant, notre volonté, c'est effectivement mettre en place ces JF sur l'ensemble du territoire. Donc certaines régions, je dirais, sont un peu en avance sur d'autres. Il y a effectivement maintenant un sujet d'information, d'appropriation. Nous, on a souhaité faire un outil relativement souple pour valoriser les démarches locales déjà existantes, donc valoriser déjà les démarches qui existaient dans les différentes régions. Et donc voilà, maintenant on est en phase de mise en place de ces JF. Quel outil quel financement pour aider à la mise en place de ces JF ? Ça c'est la question que je pense que vous allez me poser. Actuellement, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de l'AMI dynamique bois de l'ADEME. Et donc, dans le cadre aider des projets pour mobiliser le bois, pour effectivement améliorer le bois, permettre
produire du bois énergie, mais aussi du bois d'œuvre pour l'ensemble de la filière. Et dans ce cadre de l'appel à projet, il y a des projets de création de GIEF dans différentes régions. Donc effectivement, ça va permettre de mobiliser, de faire valoriser des démarches locales pour mobiliser du bois dans la forêt privée. Donc, deuxième point de mon intervention, donc là c'est au stade de projet. C'est un projet que le ministère de l'Agriculture mène, donc, qui s'appelle La Forêt Bouge. Donc ce projet, La Forêt Bouge, donc il est relativement récent. Il est mené avec beaucoup de partenaires, donc en particulier des partenaires donc, vous avez entendu ce matin, le CNPF, SAFER et beaucoup d'autres. Le constat, c'est effectivement, on en a déjà parlé ce matin, c'est le morcellement de la forêt privée, la dispersion des propriétaires forestiers, le fait qu'il fallait faire prendre conscience aux propriétaires forestiers de leur forêt, de la gestion durable de la forêt, de la valeur de la forêt, de la mobilisation des bois. Donc l'objectif, c'est d'utiliser les nouveaux outils numériques pour dynamiser la gestion durable de la forêt privée et lutter contre le morcellement. Donc voilà l'objectif de ce projet. Donc il a été mis en place un comité de pilotage, comme je viens de le dire, avec l'ensemble des acteurs de la filière concernée, et on sent un vrai dynamisme, une vraie volonté effectivement de faire bouger les choses, donc c'est bien. Après il faut construire, et on est tous effectivement avec des moyens toujours un peu contraints, mais il y a une réelle volonté pour mettre en place un dispositif nouveau. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Tout d'abord, nous avons fait un état des lieux de la structure du foncier et de son évolution, donc ce qui vous a été présenté ce matin, parce qu'on a voulu déjà faire un état des lieux de ce qui existait, en particulier sur les bourses foncières, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites dans les régions, dans les départements, d'initiatives qui sont peu connues, peu valorisées. Donc il y a déjà au niveau des territoires beaucoup de choses qui existent. Et on a aussi souhaité valoriser un outil qui existe, enfin qui est sur le point d'exister, c'est le Bois d'Auvergne, un outil informatique Bois d'Auvergne qui a été mis en place depuis plusieurs mois dans la région Auvergne, enfin avec tous les acteurs de la filière forêt-bois de la région Auvergne. Donc cet outil Bois d'Auvergne, donc moi je le présente rapidement, mais c'est un outil qui a été développé par le CRPF Auvergne. Donc maintenant nous sommes d'accord effectivement avec le CNPF et le CRPF pour travailler ensemble et valoriser cet outil et l'étendre au niveau national. Donc le Bois d'Auvergne, en fait c'est une plateforme d'échange de données économiques et cartographiques pour la mobilisation de la ressource en forêt privée. C'est un outil de mutualisation et d'échange d'informations interacteurs au service de la filière. Et donc, c'est un site Internet avec une interface géographique et la création de services innovants. Donc, un peu le logo pour la promotion de cet outil, le Bois d'Auvergne, c'était Internet pour vous simplifier la forêt. C'est comment utiliser de nouveaux outils pour simplifier nos démarches en forêt. Donc le Bois d'Auvergne, en fait, il n'est pas encore en ligne. Je pense que c'est maintenant une question de semaines. Enfin, il sera rapidement maintenant mis en ligne. Donc il sera accessible à tout public, mais en fait, il sera surtout accessible, et l'objectif, c'est de sensibiliser les propriétaires forestiers et tous les acteurs de la filière. Donc il y aura un accès sécurisé et personnalisé pour les propriétaires forestiers, les professionnels de la filière et les institutionnels. Mais c'est aussi un sujet, comment sensibiliser l'ensemble du public, l'ensemble du grand public. Donc le portail Bois d'Auvergne actuellement, il comporte 6 modules. Donc un module, gérer sa forêt. Donc en fait l'objectif de ce module, c'est gérer sa forêt, c'est éclairer le propriétaire sur la gestion forestière, parce que comme on l'a dit ce matin, il y a vraiment un besoin de sensibiliser les propriétaires forestiers à leur forêt, à la gestion forestière. Il comporte un module sur la bourse foncière, donc un module concernant une bourse foncière, donc là aussi on en a parlé ce matin, c'est lutter contre le morcellement en forêt privée, contribuer au regroupement parcellaire. Un module sur les données économiques, en effectivement essayant de donner des outils de compréhension sur le prix des bois, sur les prix des interventions en forêt. Un module sur la simplification des démarches administratives, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de démarches qui existent.
et en particulier les documents de gestion durable, bien communiquer sur les différents documents de gestion durable en forêt privée, donc le PSG, mais aussi RTG, CBPS, enfin différents documents de gestion durable. Un module sur gérer ces chantiers, en fait, pour faciliter la mobilisation des bois, parce que c'est ce qu'on souhaite. Et un module trouver un professionnel, en fait, c'est faciliter les contacts entre les professionnels et les opérateurs économiques. Donc, dans le cadre du projet La Forêt Bouge, donc un projet national, ce que l'on souhaite, et donc, c'est étendre ce site Bois d'Auvergne au niveau national, et avec 2 modules complémentaires que nous sommes en train de mettre en place. Donc un module relatif au GIEF, justement, pour essayer de mettre en place ce nouvel outil. Donc pour expliquer ce qu'est le GIEF, pour le mettre en place. Et aussi un module concernant la mise en visibilité, de façon à ce que les propriétaires forestiers qui sont d'accord pour se faire connaître, et se faire connaître par rapport à leurs voisins, puissent effectivement avoir la possibilité de se faire connaître, créer un réseau social, voilà, se faire connaître, pouvoir connaître les différents acteurs sur son territoire. Donc ce projet La Forêt Bouge, donc un module national mais avec une déclinaison régionale. Donc chaque région, donc il y aura une approche régionale et une gouvernance régionale avec les acteurs régionaux en fait. Au niveau de chaque région, il sera défini quels sont les modules qui sont retenus, si tous les modules sont retenus. Enfin, il y aura effectivement une adaptation de cet outil. On propose aux régions, après, ce sera les régions qui, effectivement, décideront ce qu'ils souhaitent proposer dans le cadre de leur politique régionale forestière. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, en conclusion, c'est effectivement de nouveaux outils, donc en particulier pour la forêt privée, pour sensibiliser à la gestion forestière, les nombreux propriétaires, pour restructurer le foncier en forêt privée, pour utiliser les nouveaux outils, l'économie numérique, les nouveaux outils qui existent. Donc, je dirais beaucoup de chantiers qui sont en train de se construire. Il y a beaucoup de dynamisme. Le programme national forêt-bois va aussi permettre de prendre en compte les enjeux importants de la filière forêt-bois, du développement de cette filière en France. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Edith Mérillon. On a bien compris au travers de votre intervention toute la détermination des pouvoirs publics de mettre en œuvre une politique de restructuration foncière par des nouveaux moyens. Alors je suppose que dans la salle, on va avoir de nombreuses questions qui vont émaner notamment de cette fameuse nouvelle structure souple qui est le GI2EF, qui a connu un désamour en agriculture puisqu'il est très peu répandu. Peut-être première question, qu'est-ce qui vous permet de penser que ce GI2EF aura plus de succès que le GI2E en agriculture qui est finalement un parent pauvre? Alors, le constat, c'est qu'actuellement, en particulier sur les documents de gestion en forêt privée, et tout particulièrement le PSG obligatoire pour tous les propriétaires de plus de 25 hectares, on a fait le constat que ces outils sont peut-être, il faut arriver à un certain stade qui n'ont pas permis une réelle mobilisation du bois. La loi d'avenir, j'ai oublié de le dire et c'est essentiel, prévoit aussi l'effectivité des documents de gestion. Parce qu'effectivement, il y a le sujet, le document de gestion prévoit un programme de coupe et travaux, et parfois on pouvait constater qu'il n'était pas mis en œuvre. Donc la loi d'avenir, et là j'aurais dû le signaler, prévoit l'effectivité des documents de gestion, donc ça c'était un sujet important. Mais donc, on s'est rendu compte qu'une approche au niveau d'un massif, en mobilisant ensemble les propriétaires forestiers concernés au niveau d'un massif, d'une commune, de plusieurs communes, est une démarche intéressante. L'expérience au Rhône-Alpes nous a convaincus que c'était des démarches intéressantes de mobiliser les acteurs au niveau d'un territoire donné, de faire de l'animation. Et il y a déjà beaucoup d'animation qui est faite dans toutes les régions de France, mais c'est vrai que ce qui a été fait en Rhône-Alpes a permis d'aller plus loin. Et ce qui, effectivement, a permis d'aller plus loin, c'est mettre en place des PSG concertés, c'est-à-dire qu'effectivement, les propriétaires se regroupent pour mettre en place un PSG concerté, pour réfléchir à la gestion de leur forêt, les objectifs de gestion, pour réfléchir à la mobilisation, pour l'approvisionnement des entreprises locales, le développement, effectivement, des entreprises locales, le développement des emplois au niveau des territoires.
Donc voilà, on a souhaité effectivement prendre en compte ce dynamisme qui existe et essayer de l'étendre, sachant que le constat, c'est que nos outils actuels nous semblent effectivement avoir montré peut-être un peu leurs limites. Ce qui est peut-être incitatif, c'est justement la souplesse de cette structure qui prévoit l'élaboration d'un document commun, mais sans véritable moyen de sanction et de coercition, puisqu'en fait, chaque propriétaire forestier individuel reste maître des contrats qu'il passera in fine avec ses interlocuteurs, que ce soit les acheteurs. Donc ça laisse peut-être effectivement, à ce titre, puisque souvent c'est la crainte du propriétaire privé forestier que de se retrouver finalement dans un carcan, il conserve la maîtrise de sa forêt, et ça effectivement c'est important. Effectivement, c'est dans le cadre de la loi d'avenir, c'était un sujet sur lequel nous avons beaucoup débattu, s'il fallait aller plus loin, obliger les propriétaires forestiers effectivement à cette gestion durable. Donc là, il y a eu de nombreux débats. Nous, on a souhaité valoriser l'expérience qui est intéressante des PSG concertés, l'expérience de Rhône-Alpes, pour dire, on propose, on n'oblige pas, et en fait, on souhaite que mobiliser les propriétaires forestiers, les sensibiliser, et leur dire, c'est intéressant de gérer votre forêt au niveau d'un territoire, il y a des nouveaux outils. Maintenant, avec La Forêt Bouge, on essaie de faire effectivement dynamiser avec les outils un site internet. Voilà notre démarche. Que la majoration des aides publiques qui devraient donc bénéficier va véritablement être incitative pour pousser ce modèle et le développer. Oui, on espère qu'effectivement la majoration des aides publiques va être un levier aussi pour sensibiliser les propriétaires forestiers, et aussi des partenariats avec, en Rhône-Alpes justement, au niveau des groupements qui ont été mis en place. Il y a eu aussi des financements en termes par exemple de rémunération des services écosystémiques, protection de l'eau, stockage du carbone, enfin ce qui permet aussi de mobiliser, trouver éventuellement d'autres financeurs par rapport à la démarche locale mise en place. Des questions peut-être ? Oui, moi peut-être une remarque que j'ai quand même souvent entendue quand j'ai parlé des GIF, c'est que justement au plan de gestion des propriétaires qui seraient soucieux d'intégrer le groupement, eh bien, doit se superposer finalement à un plan de gestion concerté. Et leur question essentielle était le coût de cette ingénierie du coup forestière pour rentrer dans les critères de définition. Est-ce que du coup, avec l'expérience de Rhône-Alpes, vous avez réussi à chiffrer ce coût-là et également l'impact réel qu'il pouvait avoir en termes de gestion de la forêt ? Alors effectivement, c'est un sujet important par rapport aux propriétaires qui ont déjà un document de gestion, parce qu'on ne va pas leur demander de faire un nouveau document de gestion, parce qu'ils en ont déjà un. Nous sommes en train de travailler, mais là c'est donc préparer un décret en Conseil d'État pour essayer effectivement dans le cadre des PSG concertés, puis pouvoir reconnaître les documents de gestion déjà existants, en particulier donc bien sûr les PSG, mais aussi RTG, CBPS. Donc tout ça est en cours d'élaboration. Donc on travaille bien sûr avec le CNPF et les coopératives forestières aussi qui souhaitent effectivement pouvoir reconnaître en particulier leurs documents de gestion, les RTG. Donc c'est une réflexion en cours. Enfin, il y a déjà un pré-projet qui est en cours, qui a été transmis à nos services d'affaires juridiques et qu'on souhaite pouvoir transmettre assez rapidement au Conseil d'État. Donc on y travaille activement. Dans le cadre des JF, il y a des indicateurs. Et effectivement, on souhaite qu'il y ait une cible et un suivi. La cible n'est pas obligatoire, mais pour l'instant, comme on est sur la base de volontariat, on a souhaité plutôt sensibiliser, dire qu'il y a besoin d'indicateurs, parce qu'effectivement, c'est un sujet important dans la gestion durable. On dit qu'il n'y a pas assez d'indicateurs. Il n'en faut pas trop, il faut être pragmatique, ça a été dit ce matin. Donc on a proposé quelques indicateurs, d'autres peuvent être ajoutés. Donc on souhaite effectivement réfléchir sur les indicateurs, le suivi de cette gestion durable. Dans le cadre du programme national de la forêt et du bois, il y a une réflexion aussi sur les indicateurs. Quels sont nos objectifs? Quel est le suivi de ces indicateurs? Donc effectivement, c'est une réflexion en cours au niveau de ces aussi bien du PNFB que dans le cadre des GIF.
cadre des GIEF, donc l'indicateur, c'est les indicateurs proposés. Donc il y a les volumes de bois produits, les contrats mis en place, enfin le nombre de contrats, les sites Natura 2000. Enfin, il y a des indicateurs économiques et des indicateurs plus environnementaux. Effectivement, la gestion durable, on a bien conscience qu'il y a un volet économique, il y a un volet environnemental, il y a un volet social. Il y a aussi des indicateurs facultatifs sur l'accueil du public. On sait que ce volet social est un volet aussi à prendre en compte dans le cadre de la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. L'IBP, c'est l'indice de biodiversité potentielle. C'est un outil qui a été mis en place, un outil très intéressant qui a été mis en place par le CNPF. Nous, qu'on souhaite reprendre, mais effectivement, soit dans le cadre d'un GIEF, soit dans le cadre d'un PSG, pour sensibiliser le propriétaire à la biodiversité de sa forêt. Donc ça, c'est en cours de discussion avec le CNPF, parce qu'effectivement, c'est un nouvel outil qui a été mis en place par le CNPF avec les organismes de recherche. Je ne le connais pas très bien, mais l'INRA en particulier, donc un outil qui a été partagé avec le ministère de l'Écologie, qui a fait l'objet d'une concertation avec tous les acteurs concernés. Un outil intéressant. Justement, là, le débat est comment valoriser ce nouvel outil. Nous, ministère de l'Agriculture, on souhaite le valoriser plus, mais le débat est ouvert. Alors là, effectivement, c'est un sujet majeur pour l'avenir de la forêt française, on le sait tous. Donc c'est un sujet très très important dans le cadre du programme national de la forêt et du bois. Donc effectivement, c'est une des premières thématiques que l'on aborde, c'est l'équilibre sylvo-cynégétique en forêt. Donc il y a des dispositions dans la loi d'avenir, justement, pour améliorer le dialogue entre chasseurs et forestiers. Donc il y a une commission... un comité spécifique qui est rattaché à la commission régionale forêt-bois, donc pour permettre le dialogue entre les forestiers et les chasseurs, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a un vrai sujet, et c'est un sujet majeur. Donc aussi bien au niveau gouvernance, au niveau des régions, commission régionale forêt-bois, il y a des nouveaux outils, et au niveau du programme national forêt-bois, il y a effectivement, c'est un élément majeur, et on souhaite effectivement permettre un équilibre sylvo-cynégétique qui permette la régénération de la forêt, la gestion durable, et c'est effectivement un sujet majeur en ce moment. Donc le GIEF, en fait, est mis en place en particulier pour la petite propriété forestière, pour les propriétaires forestiers qui n'avaient pas de document de gestion. Donc notre cible prioritaire, c'est effectivement ces propriétaires privés qui ont une forêt, qui la connaissent à peine, qui sont pas sensibilisés à la gestion forestière. Donc c'est plutôt le cœur, la cible. C'est effectivement mettre en gestion de la forêt privée qui n'était pas actuellement sous gestion. Oui, mais justement, nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement travailler au niveau d'un territoire. Ouais. Donc dans ce territoire, il peut y avoir de la petite propriété et des propriétaires qui ont déjà un document de gestion. On a effectivement eu un débat aussi intéressant sur savoir quelle était la limite, à partir de quand on pouvait 300 hectares, 100 hectares, 20 propriétaires. Est-ce qu'il fallait faire plus, moins? Donc là, c'est ce qui a été défini. Très bien, mais on voit qu'effectivement, cette nouveauté suscite un certain nombre d'interrogations et le temps fera son œuvre et on aura certainement un peu plus d'éclaircissement.